2023, c'est le 800e anniversaire de sa canonisation, 1323. 2024, c'est pour sa mort, 1274. Et 2025, c'est pour sa naissance, 1225. C'est un peu un hasard, si on veut, et ça se fête comme ça une fois par siècle, j'imagine. Bon. Donc, effectivement, ceux qui s'intéressent à Thomas essaient d'en faire un petit peu un événement quand même. Et donc, au plan international, il y a des choses, notamment aux États-Unis, à Washington, à Rome, en Pologne, sans doute dans d'autres lieux, mais en Italie, bah oui, à Rome. Il y a quand même pas mal de choses qui se préparent, donc des colloques, des publications dans ces pays, j'imagine, dans des revues. Pour ce qui est de la France, alors, comment dirais-je, pour les publications, je ne sais pas trop ce que les gens font. Maintenant, ce qui apparaît de manière principale, c'est l'énorme projet qui est en cours d'une nouvelle traduction de la Somme de théologie, qui est en cours depuis plusieurs années avec plusieurs équipes. Évidemment, les choses sont toujours plus lentes qu'on ne l'espère, surtout pour un ouvrage de cette dimension matérielle, c'est quand même gros. Il y a quand même 3000 articles d'une page, si on veut. Chacun a 3 objections et 3 réponses. Donc, ça fait 10 000 objections que Thomas se pose. Bon, donc il y a cette nouvelle traduction, des ouvrages. Je crois qu'il y a un projet sur le dictionnaire du thomisme au XXe siècle. Maintenant, des thèses de doctorat ou des ouvrages particuliers, là, je ne les connais pas tous. Et puis, là, j'ai un réflexe, comment dirais-je, de prudence. Connaissant le monde des éditeurs et le monde des parutions, tant que c'est pas paru, il vaut mieux être prudent pour ne pas, non pas pour déflorer le sujet, mais pour ne pas créer des difficultés avec les projets qui sont en cours et dont certains, je ne sais pas, ne paraissent pas chez l'éditeur prévu ou restent en plan. Ou, enfin, il y a parfois des choses un peu délicates, toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il y a pas mal de projets, oui, je pense qu'il y a comment dirais-je, la convergence d'un certain mouvement de sympathie renouvelé là, dans cette génération pour Thomas d'Aquin qui sort de son purgatoire quand même, du purgatoire de la mort de Dieu, de l'ontothéologie, tout ça. Il en est sorti grandi métaphysiquement et je pense que l'université accuse le coup, si je puis dire, ou du moins s'en rend compte et c'est tout à fait sympathique. Évidemment, elle ne s'y intéressera que, en tout cas principalement, que pour la philosophie plus que la théologie, mais enfin, toutes ces choses-là, si elles sont historiques, objectives et scientifiques, moi j'ai jamais vu en université de problème à parler de la grâce et de la nature, donc de la grâce, si c'est bien fait, enfin, si c'est fait de manière sérieuse et objective. Il ne s'agit pas d'être confessant en pleine université. S'il s'agit d'étudier un auteur, on étudie un auteur. Après tout, Descartes a fait un traité de l'Eucharistie et tous les auteurs modernes parlent du christianisme sans arrêt. Donc, il est difficile de faire sans. Mais donc, il y a quand même un mouvement d'intérêt, je pense, international. Et il y a aussi, puisque j'ai cité son nom tout à l'heure, le regain d'intérêt vis-à-vis de la figure de ce grand philosophe du XXe siècle que fut Étienne Gilson en France, et à l'étranger aussi, qui, historien de la philosophie, spécialiste de Descartes à l'origine, s'est élargi petit à petit vers la philosophie médiévale et de fil en aiguille vers Thomas d'Aquin, finalement, qu'il a fini par découvrir ou par prendre pour l'auteur principal et un peu l'auteur de sa vie. Et ça ne lui est pas venu tout de suite. Ça n'est donc pas d'abord par, en quelque sorte, conviction religieuse a priori qu'il a choisi Thomas d'Aquin, c'est par comparaison. C'est par comparaison parce qu'il a fait un livre sur Saint-Augustin, un sur Saint-Bernard, un sur Duns Scott, j'en oublie, un sur Dante, 2 sur Dante, ainsi de suite. Et un sur Saint-Bonaventure, c'est lui que je cherchais. Donc il a pu les comparer avec une science et une hauteur de vue sans pareil, un style français comme il n'y en a plus, ce qui lui a valu d'être professeur à la Sorbonne, au Collège de France, être élu à l'Académie française, professeur à Harvard, enfin d'avoir presque le grand chelem d'un universitaire et en outre un style étincelant, enfin avec une grandeur stylistique et une ironie française qu'on peut apprécier et qui je crois est appréciée. Or, son œuvre qui a toujours été éditée, notamment presque exclusivement à 1 ou 2 livres près chez Vrin, bénéficie là du lancement depuis quelques années de ses œuvres complètes, dont les 2 premiers volumes sont parus. Il y a une biographie par Florian Michel, professeur apparien, sur Gilson.
Il y a eu quelques colloques en Sorbonne, au Collège de France, il y en a d'autres en gestation, et forcément, Gilson s'est fait un petit peu le vecteur, ou le chantre, le héros, pourrait-on dire, de la figure de Thomas d'Aquin, avec le caractère un peu caracolant qui était le sien, qui à la fois éblouit tout le monde et peut irriter ceux qui n'aiment pas ça, mais enfin, on lui reconnaît au moins la hauteur de vue, j'allais dire la grandeur de l'universitaire qui, 80 ans après, même si telle ou telle étude a vieilli par la force des choses, enfin, c'est tout à fait normal, ces études sont toujours citées. Combien de fois dans des colloques j'ai entendu un ou une jeune universitaire ou un universitaire chevronné dire sur le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, alors le premier auteur cité c'est Gilson a dit ceci, moi je vais vous prouver le contraire. C'est formidable, on est très content. Mais c'est toujours Gilson qui est le personnage, le vis-à-vis. Enfin, on se hausse du col de cette manière. Mais c'est très bien. Enfin, je trouve ça formidable. Donc, Gilson, de ce point de vue, me semble-t-il, et si nous parlons aujourd'hui à des philosophes de métier, et j'allais dire à des philosophes de conviction, à des gens qui, j'allais dire, sont hors de préoccupations d'abord religieuses, de type catholique romain, par la force des choses, hors théologie, tout ça, mais qui sont à même de s'intéresser à Thomas d'Aquin, il me semble que les œuvres de Gilson, son thomisme par exemple, L'être et l'essence, sont des œuvres qui peuvent les aider à entrer dans Thomas d'Aquin, sans honte et sans perte de temps. Parce que c'est un grand auteur, qu'il a une pensée. Je vais dire, L'être et l'essence de Gilson, c'est peut-être le seul ouvrage qui peut être de même niveau que Être et temps de Heidegger. Parce qu'après tout, ils ont la même question au début. Ils la résolvent pas de la même façon, mais au fond, c'est le même livre avec une autre réponse. Et comment se fait-il que la métaphysique ait toujours un peu manqué son objet? Mais parce que l'un et l'autre disent, chacun à sa manière, et je ne veux pas les assimiler, mais enfin tout de même, parce que l'homme, au lieu de s'intéresser à l'être, s'est contenté de maîtriser les essences. Et pour Heidegger, il s'agit de les dépasser, et pour Gilson a dit, c'est vrai, tout le monde s'est contenté des essences parce que ça plaît à l'esprit, sauf un, Thomas d'Aquin, qui est allé jusqu'à l'acte d'être. C'est sa thèse. Hein. Mais du coup, il y a un parallélisme qui est tout à fait possible. Donc il me semble, pour quelqu'un qui arriverait de loin, par rapport à quelqu'un comme Thomas d'Aquin, et qui voudrait y entrer, j'allais dire, avec l'indépendance et la sécurité d'une étude universitaire et pas secrètement apologétique, et c'est tout à fait légitime, je trouve, comme souci. Je pense que le fait d'aborder le thomisme de Gilson, ou son Saint-Augustin, ou son Bonaventure, nourrit et fait grandir. Et j'ai énormément de témoignages en ce sens, de gens qui viennent de loin et qui se sont sentis respectés en même temps, et qui ont appris énormément de choses, et ça les a dilatés. Et je crois qu'il y a en effet cet effet-là. Et je pense que pour Thomas d'Aquin, aujourd'hui, Gilson reste, il n'est pas le seul, mais à mon avis, il est l'un des principaux, un des interlocuteurs crédibles aux yeux de l'université pour y introduire des étudiants, ou moi-même, jeune professeur qui ne sait pas très bien comment fonctionner et quelle aide trouver. Voilà, c'est un conseil que je donne, et très honnêtement, on ne perd pas son temps avec lui. Même son Héloïse et Abélard, c'est un petit roman de KPDP. Enfin, si on... Vous voyez, il y a un côté plaisant en plus.